Bonjour. Je vais couper mon micro. Il est pas activé pourtant. Bonjour, on va démarrer dans quelques instants. Allez-y. Bonjour à tous. Je vous propose d'attendre encore une petite minute en attendant les derniers participants. On a à peu près la moitié des inscrits qui sont en train d'être, enfin qui se connectent pour l'instant. Il est 11h02, 11h03, on commencera à se présenter. Puis je ferai une petite introduction. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. On ne s'attendait pas à avoir autant d'inscrits sur un sujet technique, un petit peu plus technique peut-être que d'habitude. Donc on vous remercie pour l'intérêt que vous portez au sujet. Je pense qu'il va être temps de commencer par un petit tour des intervenants. Pour ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer ou qui m'ont pas croisé précédemment, je m'appelle Benjamin Mangel. Je suis responsable de la souscription chez Stoic depuis quelques mois maintenant, et ça fait quelques années que je me suis spécialisé en cyberassurance. Moi, je suis plutôt issu du monde de la gestion des risques et des assurances. J'ai travaillé chez différents courtiers en assurance avant de prendre ce poste-là, et je suis accompagné de Vincent, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle donc Vincent Nguyen, je suis directeur cybersécurité chez Stoic. Ça fait quasiment 15 ans que je suis dans le milieu de la cybersécurité. J'ai commencé dans un cabinet de conseil, un grand cabinet de conseil dans lequel j'ai fondé et dirigé l'équipe de réponse aux incidents de sécurité et de gestion de crise. J'ai dirigé cette équipe-là pendant quelques années. On a intervenu sur des grosses crises comme M6, Saint-Gobain, plein de grandes crises. J'ai rejoint Stoic début janvier pour prendre en charge évidemment l'équipe de réponse aux incidents internes, mais également pour travailler sur la cybersécurité interne de Stoic. Parfait. Ce webinaire, pour l'introduire un petit peu, il s'inscrit dans la lignée de ceux qui ont déjà été réalisés. On a différents niveaux de complexité, je dirais de technicité dans ces webinaires. On a commencé par faire des webinaires un petit peu plus d'initiation je dirais à l'attention des personnes qui débutent dans l'assurance cyber. L'initiation à l'assurance cyber et l'introduction ludique au risque cyber, par exemple. On est passé sur un niveau intermédiaire en vous parlant un petit peu plus de la souscription, au travers d'un webinaire qui s'appelle Comment souscrire un risque sur mesure chez Stoic, qui a eu lieu il y a environ un mois. Et puis on est sur le dernier niveau, je dirais, de technique, peut-être le plus avancé, avec ce webinaire qui s'appelle La cybersécurité d'une entreprise en 10 concepts clés, où vraiment le cœur de la présentation va être de la cybersécurité. Mon rôle aujourd'hui, ça va être simplement de vous introduire et de vous mettre le contexte autour de cette thématique-là, et puis Vincent prendra la main sur toute la suite de cette intervention. Un petit mot important pour souligner le fait qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser les concepts qui vont être présentés aujourd'hui pour distribuer de la cyberassurance.
On a des courtiers qui ont la curiosité, la volonté de monter en compétences techniques sur ce sujet-là, donc je dirais qu'on se doit de les accompagner dans leur chemin, de progression là-dessus. Mais on est sur un niveau qu'on considère, expert et on n'ira pas, forcément, plus loin, à moins qu'on ait encore des demandes, dans la technique. C'est déjà assez costaud, je pense, par rapport à des professionnels du monde de l'assurance. Même si on peut aller plus loin, clairement. À vous de nous dire justement si vous souhaitez, qu'on y aille un cran encore plus loin. Donc c'est possible, mais effectivement, je pense qu'on va déjà être pas mal là. Exactement. En tout cas, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que finalement ces 2 mondes se sont enfin, rencontrés, je dirais, suite au bouleversement du marché et au retournement du marché, au durcissement, qui a eu lieu depuis la mi-année 2020. C'est vrai que le monde de l'assurance a été, je dirais, poussé dans les bras de de la cybersécurité. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là, hein, que Stoic a été fondé. Avec l'idée que, l'assurance ne peut être durable, puisque certains en doutent, que si, finalement, on va plus loin, dans la gestion du risque et dans l'accompagnement technique, autour du contrat, et de la police d'assurance cyber. D'ailleurs, aujourd'hui, la cybersécurité, elle est à chaque grande étape, de la vie, d'un contrat d'assurance cyber, de la sélection du risque via le scan externe, via le questionnaire ou pour les plus grands comptes, l'appel d'évaluation du risque, en passant par l'accompagnement tout au long de la vie du contrat avec, tous les sujets de prévention type suivi des vulnérabilités, sensibilisation au phishing et autres. Jusqu'à finalement, jusqu'au sinistre avec la réponse à incident donc, expertise, je dirais, de Vincent, plus grand niveau d'expertise de Vincent en tout cas. Donc on voit que cette cybersécurité, elle est finalement, à toutes les étapes, de la vie, des contrats et donc on pense qu'il est important que vous ayez en tête, finalement les grands sujets qui cristallisent notre attention aux différentes étapes, de cette vie du contrat et donc Vincent va vous présenter aujourd'hui les 10 sujets sur lesquels on va avoir une attention particulière, heu, dans notre analyse du risque. Je dirais que comme introduction, ça va suffire de mon côté. Je vais te laisser prendre la main, Vincent, sur ces 10 thématiques-là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra en fin de présentation. Parfait, merci beaucoup Benjamin. Alors du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Voici déjà les 10 concepts clés qu'on va voir, qu'on va dérouler aujourd'hui. Je vous les balaye très rapidement et ensuite on va rentrer dans le détail sur chacun de ces concepts. Donc le premier, mettre en place une authentification multifacteur sur les accès aux boîtes mail, multifacteur, MFA, tout est fait également, bref, je vais revenir dans le détail là-dessus. En tout cas, sur les boîtes mail. Mettre en place une authentification multifacteur sur les accès distants, donc tout ce qui va être VPN, PMAD, prise en main à distance, etc. Mettre en place la réalisation d'une sauvegarde hors site et déconnectée de tout réseau, en incluant les tests de restauration, très important, j'y reviendrai. Définir évidemment son plan de continuité d'activité, sécuriser l'Active Directory. Alors si vous avez déjà suivi nos différents webinaires, notamment ceux qui sont un petit peu techniques sur la cybersécurité, on a déjà pas mal parlé de l'Active Directory, le composant le plus critique d'un système d'information. Je vais peut-être vous détailler pourquoi est-ce qu'il est le plus critique. Supprimer les droits d'administrateur local, on reviendra également dessus. Protéger sa messagerie professionnelle, qui va plus loin que juste, entre guillemets, activer le MFA sur les boîtes mail. Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur-administrateur. On va détailler parce que sous cette appellation un peu barbare, on va voir ce que ça veut dire. En fait, c'est très simple. Changer les éléments d'authentification par défaut sur les équipements et services. Et enfin, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique. Alors, c'est parti. Voyons le premier. Donc, mettre en place une authentification multifacteur sur les accès aux boîtes mail. Alors, pourquoi déjà est-ce que nous, on a considéré que c'était le premier élément, le premier concept en tout cas, qu'il fallait qu'on vous explique? Tout simplement parce que c'est le canal numéro 1 pour réaliser des attaques. C'est tout bête, mais quand on entend parler de phishing, de spam, de spear phishing, peu importe finalement de ce qu'on entend parler, ça passe par du mail. Donc c'est vraiment un canal privilégié, que ce soit pour voler des authentifiants, donc tout simplement le phishing ou le spear phishing, peut-être la différence. Phishing, c'est le phishing très classique, vous recevez un mail, tout le monde dans la boîte reçoit un mail, lui invitant le collaborateur à cliquer sur le lien. Une fois qu'il a cliqué, il doit remplir son login, son mot de passe et cetera.
Donc ça, c'est le phishing classique. On a le spear phishing, le spear pour la lance en anglais. J'ai un très mauvais accent en anglais, donc excusez-moi. En tout cas, le spear phishing pour le phishing ciblé, c'est-à-dire qu'on va cibler quelques personnes très particulières dans l'entreprise et on va leur envoyer ce fameux mail de phishing, mais qui va être customisé, très customisé à la personne qui est ciblée. Cette personne-là, ça peut être un VIP, le DG, le responsable financier de l'organisation, ou ça peut être également un VAP, un Very Attacked Person. Donc, au lieu que ce soit quelqu'un d'importance métier dans l'entreprise, on va plutôt avoir une personne d'importance technique dans l'organisation. C'est-à-dire un administrateur des systèmes, un administrateur de l'Active Directory, un administrateur de base de données. Ce sont des personnes qui sont intéressantes pour un attaquant, tout simplement parce qu'elles ont des droits avancés sur le système d'information. Par droit avancé, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à partir du moment où ils utilisent son droit d'administration. Bref, le canal mail est donc très important du phishing, mais également de la fraude. Tout ce qui est fraude au président, faux ordres de virements internationaux, on appelle FOVI, les scams, ce genre de choses-là, ça passe aussi par du mail. Donc si je récapitule, la fraude au président, le FOVI, grosso modo, c'est un mail qui va arriver, qui va vous demander, va demander aux organisations de payer, de faire un virement vers un RIB qui n'était pas connu jusque-là. La fraude au président, c'est quelque chose, on est plutôt urgent, pressant, c'est-à-dire on se fait passer pour le DG, le directeur général d'une boîte, et on va demander à très vite faire un virement vers un nouveau RIB en prétextant je sais pas, une acquisition de matériel, c'est urgent, il faut absolument payer là maintenant. Du coup, on met la pression sur les personnes qui vont être amenées à faire le virement. Le FOVI, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de faire remplacer le RIB d'une organisation légitime, par exemple d'un prestataire, on va faire remplacer son RIB dans le système de paiement de l'organisation qui est ciblée. C'est-à-dire qu'on va détourner finalement des fonds, au lieu de les envoyer vers le prestataire, on va plutôt les envoyer vers l'attaquant. Bref, encore une fois, on voit que ça passe par du mail. Donc, on va vouloir sécuriser le mail. Comment est-ce qu'on sécurise? Tout d'abord, au travers du multifacteur, l'authentification multifacteur. C'est-à-dire qu'on va protéger les accès à la boîte mail. Le login, le mot de passe, c'est bien, mais c'est clairement pas assez. Un mot de passe, ça se brute force, ça se devine, ça se trouve, ça s'achète. On a des gens qui ont volé des mots de passe, qui vont aller les vendre sur le marché noir. Donc on peut très facilement trouver des mots de passe. J'ai utilisé le mot brute force tout à l'heure. Je pense que ça parle de lui-même, mais brute force ou force brute, c'est-à-dire qu'on va tester plein de mots de passe. C'est comme si on venait avec un bélier et qu'on essayait d'enfoncer une porte. C'est un peu la même chose. On vient avec le bélier de deviner plein de mots de passe et à un moment, il y en a un qui va marcher. Bref, on veut sécuriser ça, donc on va utiliser différents mécanismes. Le mécanisme le plus sécurisé, c'est celui qui va s'appuyer sur une clé de sécurité physique. Ça, par exemple, c'est une clé de sécurité physique. Si je ne l'ai pas avec moi, si elle n'est pas branchée sur mon poste au moment où je veux m'authentifier, ça ne va pas marcher. Heu, donc je ne vais pas réussir à me connecter à ma boîte mail. Donc ça, c'est l'élément le plus sécurisé en termes de second facteur puisque je l'ai toujours avec moi. C'est un élément, qui est, complètement, déconnecté de tout système d'information. Il ne peut pas être compromis, par un attaquant. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que cette clé soit volée ou que je la perde. Dans ce cas-là, je peux révoquer, ma clé de sécurité. Ceux qui sont intéressés par ce type de clé-là, c'est tout ce qui est derrière la notion de alors ça, c'est une YubiKey, mais c'est, tout ce qui est derrière la notion de FIDO, en termes de protocole de sécurisation. C'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant, très pertinent. Deuxième mécanisme de sécurité qui nous permet de faire du multifacteur, ça va être le téléphone et en particulier, du coup, l'application sur le téléphone. Alors vous êtes peut-être déjà, utilisé des applications comme, Google Authenticator ou, Microsoft Authenticator ou ce genre d'application où vous allez avoir, un code à usage unique qui va être affiché sur votre téléphone et vous avez, 30 secondes pour pouvoir taper ce code en plus de votre mot de passe pour réussir à vous authentifier. Vous avez également certainement déjà eu le cas, ce fameux mot de passe temporaire qui arrive par SMS. Heu, on va dire, c'est pas mal, mais c'est pas le plus sécurisé.
Pourquoi? Tout simplement parce que, les SMS, c'est quelque chose qui passe en clair, c'est quelque chose c'est-à-dire que ce n'est pas chiffré, donc ce n'est pas protégé. N'importe qui peut l'intercepter. Il suffit d'avoir les bonnes antennes pour pouvoir capter ces SMS-là. Et malheureusement, ça se trouve assez facilement. Il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, un groupe, de criminels avait été, arrêté par la police parce qu'ils se baladaient dans leur voiture avec ce fameux dispositif d'interception de SMS. SMS, et globalement tout le trafic, téléphone, qui pouvait y avoir. Donc SMS, c'est pas mal, mais c'est pas forcément le plus sécurisé. Donc clairement, on va le recommander plutôt à la toute fin. Sinon, si on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce qu'on appelle le mot de passe par SMS, donc on va appeler ça un TOTP. OTP, ça veut dire one time password et le premier T, TOTP, c'est le temporary one time password, c'est-à-dire temporaire, donc il ne va durer que quelques instants, quelques secondes, pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est notre 2e solution. 3e solution, pour faire de l'authentification multifacteur, c'est pas vraiment directement du multifacteur, mais ça va être quasiment aussi sécurisé, c'est-à-dire qu'on va avoir un certificat machine. Qu'est-ce que c'est qu'un certificat machine? C'est, un élément, d'une infrastructure de gestion de clés, donc on appelle ça une IGC, infrastructure de gestion de clés en français, ou une PKI, en anglais. Je reprendrai ce terme PKI à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je vous l'introduis maintenant. Globalement, on a une autorité de certification qui va émettre des certificats. Ensuite, moi, je vais avoir mon certificat, je vais le mettre sur mon ordinateur et lorsque je vais vouloir me connecter à ma boîte mail, si ce certificat, je ne le présente pas à la messagerie, et ben, encore une fois, je vais être rejeté, je ne vais pas pouvoir me connecter. Donc ce certificat, il est extrêmement, important de le sécuriser et également de s'assurer que ce certificat, il est valide. C'est-à-dire que si un attaquant comprend qu'il a besoin d'avoir un certificat, il va pouvoir tenter d'en forger un. Forger, c'est le terme qu'on utilise pour dire en créer un faux d'un certificat. Donc on va avoir une autorité de certification qui doit valider que le certificat qu'on présente est le bon. Donc il y a un peu de configuration à faire dans les boîtes mail pour pouvoir mettre en place ce certificat machine et l'autorité de certification qui va venir valider ce certificat machine. Donc en tout cas, ces 3 premiers cas, que ce soit la clé de sécurité physique, que ce soit le téléphone avec une application dédiée dessus ou que ce soit le certificat machine, là on est sur les plus hauts niveaux de sécurité, pour pouvoir nous faire de l'authentification multifacteur, que ce soit sur les boîtes mail ou on veut la rajouter après pour d'autres types d'accès. Le code par SMS, je vous l'ai évoqué, c'est pas mal, mais c'est pas le plus sécurisé. Par contre, si on n'a pas d'autre choix et que notre fournisseur de messagerie ne nous permet pas d'autre chose que le TOTP par SMS, et bah, évidemment, vaut mieux l'activer lui, plutôt que rien du tout. Et enfin, le dernier cas, c'est l'application, desktop. Finalement, ça revient à avoir le Google Authenticator ou le Microsoft, Authenticator sur le poste de travail directement. Donc au lieu qu'il soit sur un smartphone, qui est un réel 2e facteur, parce que c'est-à-dire que j'ai mon 1er facteur, le mot de passe, le 2e, le téléphone, quelque chose que je possède et là quelque chose que je connais. Bah là, l'information sera également présente sur mon ordinateur. Donc c'est un petit peu moins sécurisé, mais ça peut faire l'affaire dans certaines situations si on n'a pas d'autre choix, si on n'a pas d'autres moyens pour mettre en place les mécanismes qu'on a pu voir juste avant. Donc ça synthétise un petit peu tous les différents éléments pour pouvoir faire de l'authentification multifacteur. J'ai évoqué la boîte mail. Évidemment, nous, notre 2e concept, c'est mettre la même chose en place, c'est-à-dire de l'authentification multifacteur sur les accès distants. Donc la boîte mail, c'est tout ce qui va être finalement, classique, hein. Vous recevez, des mails, vous échangez avec des personnes, donc il y a un échange entre votre système d'information et des systèmes d'information externes, que ce soit des attaquants ou des utilisateurs légitimes. Et les accès distants, c'est ce qui permet de rentrer depuis l'externe sur votre système d'information. Ça s'est fortement démocratisé, avec, bah, le tout 1er confinement, en 2020, où on a beaucoup d'organisations qui ont commencé à mettre en place des moyens d'accès à distance pour que leurs collaborateurs puissent travailler depuis chez eux. C'est pas la seule utilité, hein, quand on est en voyage, en déplacement professionnel ou autre, c'est utile également de pouvoir se connecter aux ressources internes de l'entreprise.
Donc pour ça, on a tout ce qui est VPN, on a des outils de prise en main à distance. Nous, on a essayé de regrouper ces 2 composantes dans la même notion d'accès distant. Prise en main à distance, c'est tout ce qui est lié à du TeamViewer, du VNC, ce genre de choses-là. Donc c'est, nous on appelle ça de la PMAD, hein, prise en main à distance, tout simplement. C'est se connecter avec depuis un premier poste sur un autre poste et de prendre la main complètement dessus avec, la souris, le clavier, on peut même activer la caméra à distance et cetera. Le VPN, c'est plutôt une sorte de tuyau qu'on va tirer entre un poste de travail et le système d'information à distance. Donc mon poste de travail chez moi, je crée un tuyau sécurisé pour accéder au système d'information de mon organisation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des accès distants et pourquoi est-ce que c'est important de les sécuriser? Ben, je pense que vous comprenez assez bien. C'est une porte et c'est notamment la première porte, qu'un attaquant peut tenter d'exploiter. Donc autant le canal mail, c'est plutôt l'utilisateur qui est ciblé, autant le canal, accès distant, bah, c'est le système d'information en lui-même qui est testé. Donc on va retrouver les mêmes mécanismes de sécurisation, la clé de sécurité physique, l'authentification par code smartphone, le certificat machine, le code par SMS, également l'application desktop, qui sont donc les mêmes moyens de sécurisation, en tout cas les mêmes moyens qui nous permettent de faire de l'authentification multifacteur sur les accès distants. Je suis allé assez vite sur ce deuxième concept, pardon. Il est assez similaire dans les moyens de sécurisation, évidemment, que le premier. Simplement la différence étant le canal d'entrée. Le canal humain, plutôt phishing, et le canal technique sur les accès distants. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Troisième concept, mettre en place la réalisation d'une sauvegarde hors site et déconnectée de tout réseau avec test de restauration. Alors, c'est très simple. Vous perdez des données, on vous les vole, on vous les chiffre, donc tout ce qui peut être à base de ransomware. On vous détruit votre système d'information, ce qui est plutôt à base de wiper. Je vais revenir sur ces 2 notions, dans quelques instants. La seule manière de récupérer vos données, vos systèmes, c'est de les avoir sauvegardés au préalable et du coup d'être en capacité de restaurer ces données. Alors si je rentre un tout petit peu plus, dans le détail là-dessus. Juste que je retrouve ma page, voilà. Donc je vous ai évoqué ransomware, je pense que tout le monde connaît. C'est l'outil qui va venir chiffrer vos données. Vous devez payer une rançon pour pouvoir débloquer l'accès à vos données. Évidemment, ce n'est pas une recommandation de pouvoir payer, de payer la rançon et cetera. Je n'entre pas dans ce débat-là aujourd'hui, sauf si, c'est un sujet qui vous intéresse par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, on va se concentrer déjà sur l'utilité de la sauvegarde. Donc ransomware, du chiffrement. Le wiper, c'est de la destruction. Par destruction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paiement à faire, il n'y a pas de rançon demandée. On vous a simplement détruit les données, détruit vos systèmes. Vous ne pouvez plus les récupérer directement. Donc c'est la petite différence entre ransomware et wiper. Sur les moyens maintenant de faire du coup de la sauvegarde. Alors très classiquement, vous pouvez vous dire, je crée un autre, dossier, que j'appelle sauvegarde et je déplace mes données, dans mon poste de travail, les données du répertoire A vers le répertoire sauvegarde. Clairement, un attaquant, s'il chiffre le répertoire A, il va aussi chiffrer le répertoire sauvegarde. Donc ça, ce n'est pas pertinent. Deuxième solution, c'est de se dire, les données qui sont sur mon poste de travail, je vais les sauvegarder sur un répertoire réseau. C'est-à-dire que je vais avoir un serveur ou un NAS, peu importe, et je vais aller sauvegarder mes données dessus. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut être une bonne solution parce que si mon poste de travail uniquement est chiffré, il y a des chances, je dis des chances, que le serveur ou le NAS ne soit pas chiffré. En réalité, les attaquants, ils ont très vite compris qu'on utilisait des NAS, qu'on utilisait des serveurs en réseau pour pouvoir faire nos sauvegardes. Et du coup, ils ont très bien embarqué dans leur outil de chiffrement ou leur outil de destruction la capacité de lister les différents répertoires réseau. Donc un répertoire réseau, c'est, si vous êtes sur Windows, vous allez avoir des répertoires, souvent ils sont nommés W, Z, X, c'est les lettres de répertoire, de disques réseau que vous allez récupérer. Donc, les attaquants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lister ces différents répertoires réseau, ces différents disques réseau, et ils vont aller se connecter dessus et ils vont aller les chiffrer de la même manière qu'ils vont chiffrer votre poste de travail, votre C2 points, votre D2 points, votre E2 points, etc. Tout ça, ça va se retrouver chiffré, indépendamment que ce soit sur votre poste ou que ce soit sur des serveurs, des NAS, etc. Donc la difficulté là-dessus, c'est que
nos sauvegardes sont connectées. C'est pour ça que nous, on va demander des sauvegardes déconnectées. Alors, pour réaliser une des sauvegardes déconnectées, forcément, à un moment, on doit connecter le composant. Donc, on va le connecter au système, on fait la sauvegarde et ensuite, on se débranche. De manière très, très simple de faire, c'est à nouveau mon NAS, au lieu qu'il soit constamment connecté au réseau, je vais le connecter physiquement qu'une fois par jour. Une fois par jour pour faire ma sauvegarde. Une fois que j'ai terminé de faire ma sauvegarde, je le déconnecte du réseau. Ce qui fait que si l'attaquant il se connecte sur mon poste, il chiffre tout mon poste et tous mes lecteurs réseau, et ben en fait, il ne trouvera pas le NAS parce que le NAS, il est déconnecté. Il n'est plus connecté à mon poste ou au réseau et donc il ne sera pas atteignable pour l'attaquant. Donc de cette manière-là, forcément, mes sauvegardes sont complètement sécurisées, complètement d'un point de vue réseau. En revanche, si malheureusement, il y a par exemple un feu dans les locaux et que ce NAS se retrouve brûlé, malheureusement, je perds les données dessus. C'est pour ça qu'on a cette deuxième notion de hors site. Avoir les sauvegardes hors site, donc hors site nominal, nous permet du coup d'aller récupérer ces données-là, même si le site nominal a brûlé. Donc hors site et déconnecté sont les 2 points qui sont vraiment très importants pour nous. J'ai évoqué les tests de restauration. C'est en général, assez facile de se dire: «Je restaure un fichier». Par contre, de se dire: «Je vais restaurer tout mon parc informatique», là, c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué en termes de bande passante, plus com réseau, plus compliqué en termes de capacité humaine pour pouvoir restaurer autant de serveurs ou autant de postes de travail, qu'on a dans l'entreprise, dans l'organisation. Heu, donc on a souvent des problèmes pendant la phase de restauration. Et également, on n'est pas sûr que notre sauvegarde ait réellement bien marché. Donc c'est pour ça qu'on va demander des tests de restauration réguliers pour s'assurer, un, évidemment, notre capacité à restaurer et 2, que notre sauvegarde est intègre. C'est-à-dire que, elle est conforme à ce que l'on attend. Elle n'a pas été modifiée, elle s'est bien passée. Donc la donnée qu'on récupère est effectivement la donnée qu'on avait sauvegardée. Donc hors site, sauvegarde hors site, déconnecté et avec des tests de restauration. Dans le petit tableau que vous voyez, on a listé plusieurs moyens de réaliser du coup ces sauvegardes, hors site, hors ligne, hors site hors ligne déjà, avec du coup, une petite classification en termes de niveau de sécurité, de coût de mise en œuvre, de capacité de stockage, de complexité de mise en œuvre, de temps de restauration et l'impact sur la bande passante. Donc typiquement, le hors ligne que j'ai évoqué, à savoir un NAS ou tout simplement même un disque dur externe qu'on vient brancher, on fait sa sauvegarde, une fois qu'on a terminé, on se débranche. Évidemment, c'est un niveau de sécurité très important, un coût vraiment très faible, une capacité de stockage relativement moyenne, hein, ça dépend du coup du disque dur qu'on a acheté, complexité assez faible, au demeurant, temps de restauration assez faible également et bande passante, nulle, tout simplement parce qu'on est directement connecté sur notre poste. On va parler également de sauvegarde immuable en ligne. Alors, j'ai pas encore parlé de immuable, immutable, peu importe le terme qu'on utilise. Ce qu'il y a derrière, c'est que la sauvegarde ne peut pas être modifiée. En tout cas, le fichier ou la donnée qui a été sauvegardée ne peut pas être altérée. Donc on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de le faire. C'est-à-dire qu'on va écrire la sauvegarde. Une fois qu'elle est écrite, on ne peut plus, logiquement, logiciellement parlant, modifier cette donnée-là. Donc on sait qu'elle est intègre. Donc la sauvegarde immuable en ligne, notamment sur des services cloud, c'est également quelque chose qui nous apporte un niveau de sécurité très important, avec un coût tout de même un peu plus important parce on va nécessiter un service tiers, une très bonne capacité de stockage étant donné qu'on est sur quelque chose qui est complètement flexible. Si on a besoin de rajouter 1 téra, 2 téra, 10 téra, il suffit de souscrire à une offre en ligne. Donc c'est très facile. Complexité également très simple à mettre en œuvre, hein. Tout ça maintenant, c'est très automatisé, au niveau des fournisseurs de services cloud, donc très facile à mettre en œuvre et un temps de restauration également, plutôt faible, qui va être très dépendant du coup de la bande passante. Si on a un volume très important à récupérer en ligne, à redescendre sur nos postes, nos serveurs, forcément ça peut être un peu plus compliqué et donc il va falloir prioriser les éléments à restaurer.
Également, autre, fonctionnement, ça va être les sauvegardes en ligne, au sein même de nos systèmes d'information. Donc pas sur du cloud, mais au sein de notre propre data center ou notre propre système d'information. Donc, je vous laisse voir les différents critères. Globalement, on est sur un niveau de sécurité un peu plus faible, tout simplement parce que, au global, c'est pas aussi flexible que le cloud, mais c'est un peu plus rapide forcément à restaurer. Enfin bref, je vous laisse voir le petit tableau. Autre type de sauvegarde, les sauvegardes non immuables en ligne. Donc là, forcément, on descend encore d'un niveau de sécurité, étant donné qu'elles ne sont pas protégées en termes d'altération possible. Pour autant, elles sont en ligne, donc elles sont effectivement hors site et potentiellement, on peut les considérer déconnectées de notre réseau. On peut mettre en place justement des éléments qui vont nous permettre de nous assurer qu'une fois que la sauvegarde a été faite, on ne peut pas s'y connecter depuis notre système d'information directement. Il faut prendre d'autres opérations pour pouvoir le faire. Et enfin des sauvegardes, locales, bon là, je vous l'ai déjà évoqué, c'est pas forcément la solution à recommander, comme vous pouvez le voir notamment sur ce tableau. Numéro 4, qui est souvent très lié du coup à la sauvegarde, c'est la définition d'un plan de continuité d'activité. Donc je vous l'ai évoqué, la restauration en tant que telle, ça peut prendre pas mal de temps, hein, si on a un système d'information assez conséquent à restaurer. Et on a un débit qui est fixe, maximum, en termes de réseau, donc on ne va pas pouvoir tout restaurer en même temps. Donc ça va prendre du temps. En plus de ça, avant de restaurer, on va avoir besoin de réaliser une investigation pour comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue, attaque cyber. Par où l'attaquant il est rentré, comment est-ce qu'il s'est propagé, quels droits il avait et cetera. Tant qu'on n'a pas fait cette investigation-là, on ne peut pas réellement faire de la remédiation parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit bloquer, ce qu'on doit défendre, ce qu'on doit assainir. Donc c'est pour ça que l'investigation est très importante et elle va prendre un peu de temps. Ça peut prendre quelques heures, comme ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certaines situations. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler, de ne rien avoir pendant cette, fameuse, phase d'investigation et même pendant la remédiation. Donc on doit définir un plan de continuité d'activité. Comment est-ce que l'on continue nos activités métiers malgré l'absence d'informatique nominale? La notion d'informatique nominale, je pense qu'elle est importante. C'est pas parce que l'on n'a plus, nos postes habituels que toute l'informatique est morte. Il y a encore des services SaaS qu'on peut utiliser. On peut utiliser, potentiellement notre téléphone. On peut utiliser notre PC personnel pendant le temps de la gestion de l'attaque. On peut très vite aller acheter, des machines, en grande surface. Enfin bref, on peut prévoir en tout cas différentes solutions. Pour ça, on va souvent parler de criticité des activités métiers. Au sein d'un système d'information, au sein d'une entreprise, d'une organisation, on a plein d'activités métiers différentes. Toutes n'ont pas le même niveau de criticité. Souvent, on va plutôt essayer d'identifier quelles sont là où les activités qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Et c'est celles-là que l'on va essayer de préserver en priorité. Donc, sur ces quelques chaînes métiers-là, et ben, on va se dire: «Si je n'ai plus mon poste de travail, si je n'ai plus nos services, nos applications habituelles, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Est-ce que je peux aller dans les locaux d'un partenaire? Est-ce que je peux aller dans les locaux d'un concurrent pour passer, mes commandes et cetera?» Parce qu'ils utiliseraient les mêmes outils. Ça a son visage, ça peut se négocier également, ça peut être une solution. D'autres solutions, ce serait de recréer complètement la même chaîne applicative sur un système d'information complètement déconnecté du système d'information nominal. Dans ce cas-là, et bah, effectivement, ce deuxième système d'information va fonctionner parce que, étant donné qu'il était déconnecté du SI nominal, et bah, il va toujours être fonctionnel. Donc ça peut être une solution. En tout cas, ça s'étudie par niveau de criticité de l'activité métier à préserver. On va forcément essayer d'identifier les responsabilités dans le cadre de la continuité d'activité. On peut bouleverser un petit peu le fonctionnement normal d'une entreprise en nommant des responsables pendant la période de continuité d'activité. Donc pendant la gestion de l'incident, certaines personnes vont être mobilisées pour traiter de l'incident. Pendant pendant ce temps-là, il faut continuer à faire vivre la boîte et donc peut-être qu'on va pouvoir nommer des responsabilités secondaires pour certaines personnes qui vont prendre en charge le run
les opérations pendant la durée de la gestion de l'incident et donc du déclenchement du plan de continuité d'activité. Ça se gère également, enfin en tout cas on anticipe également les différents impacts du déclenchement du plan de continuité. Exemple tout simple, si on a dans notre plan de continuité d'activité le fait qu'on ait un premier site, sur lequel on travaille et un deuxième site qui sera un site de repli pour nos utilisateurs, eh bien, un impact de leur dire: «Vous arrêtez d'utiliser le premier site et vous allez sur le deuxième», ça peut être tout simplement l'accès à ce deuxième site. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Est-ce qu'on a des badges? Est-ce qu'on a les droits, les mêmes droits que sur le site nominal? Enfin, tout ça, ça se gère, également. Donc on anticipe les impacts. On anticipe les impacts également à passer sur une deuxième chaîne applicative ou aller chez le concurrent ou le, partenaire et cetera. Dans un plan de continuité d'activité, on va définir des durées d'indisponibilité minimum. Alors tout ce qui est, RPO, RTO, ce sont les temps, que l'on considère les temps, maximum acceptables ou les temps minimum d'interruption, que l'on demande. Le PCA nous permet de piloter finalement notre plan de sauvegarde. Donc ce qu'on a vu avant sur les moyens de sauvegarde, on a également une notion de, politique de sauvegarde. C'est-à-dire pendant combien de temps on va garder nos sauvegardes? Est-ce qu'on les garde pendant 1 an? Est-ce qu'on les garde pendant 1 semaine? Quel type de sauvegarde on va garder pendant 1 an et quel type de sauvegarde on va garder pendant 1 semaine ou 1 jour? Ça dépend finalement de ce qu'on aura mis dans le plan de continuité d'activité. Quelles sont les données qui sont, dont la fraîcheur est importante et quelles sont les données pour lesquelles on s'en fiche, on saura effectivement se débrouiller sans. Donc ça, c'est très important d'identifier les bonnes durées pour nos différentes données. Évidemment, dans le plan de continuité d'activité, on définit le service minimum. Donc tout ce que j'ai pu dire juste avant, criticité, responsabilité, impact, durée, ça va s'inscrire dans une notion de service minimum. Quels sont le minimum du minimum que mon organisation doit réaliser, que ce soit d'un point de vue réglementaire, que ce soit d'un point de vue business. Sur ce que je vous ai présenté avant et même sur le plan de continuité d'activité, chez Stoic, on a quelques accélérateurs pour aider les organisations, à soit créer leur plan de continuité d'activité, pour créer leur plan de sauvegarde, choisir les moyens de sauvegarde, et même dans certains cas, on a des guides qui expliquent comment implémenter le MFA, sur, la messagerie, comment implémenter le MFA sur les accès distants et cetera. Donc, tout ça, ce sont des éléments en tout cas qui nous permettent d'accélérer la montée en maturité cybersécurité des organisations. Je passe au numéro 5, sécuriser l'Active Directory. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Active Directory, c'est le composant technique le plus critique sur le système d'information. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a un Active Directory, ça veut dire qu'on a la liste de toutes les machines, postes de travail et serveurs dans l'Active Directory. C'est un annuaire, hein, directory en anglais c'est annuaire. Donc c'est un annuaire avec toutes les machines et également avec tous les comptes des utilisateurs, tous les comptes des administrateurs. Donc au-delà de juste avoir le compte, le login, il y a le mot de passe également qui va se retrouver dedans. Donc c'est pour ça que les attaquants visent l'Active Directory. Dans quasiment tous les cas, dès qu'on a un Active Directory, un attaquant va vouloir le compromettre, donc prendre la main sur l'Active Directory pour avoir les privilèges les plus importants sur le système d'information. À partir du moment où l'attaquant a ces privilèges-là, il peut faire ce qu'il veut sur le système. Se connecter à n'importe quel serveur, se connecter à n'importe quel poste de travail, bref, il fait vraiment tout ce qu'il veut. Pour sécuriser un Active Directory, l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a publié un super guide, qui explique comment sécuriser l'Active Directory. J'essaie de vous, résumer quelques points qui nous semblent, en tout cas pour nous chez Stoic, les plus critiques. Le premier, c'est les tiers d'administration. C'est-à-dire que, être administrateur de l'Active Directory ou être administrateur des serveurs de notre système d'information ou être administrateur des postes de travail de notre système d'information, c'est très différent. Les privilèges sont très, très différents. Donc Microsoft, ils ont défini ce qu'on appelle des tiers d'administration. Premier tiers, c'est donc du coup ce on appelle le tiers 0, c'est, les administrateurs du domaine de l'Active Directory, donc vraiment de l'Active Directory en tant que tel. Le tiers 1, c'est plutôt les administrateurs de serveurs sur notre infrastructure et le tiers 2,
qui sont donc les administrateurs des postes de travail. Et normalement, ce que l'on met en place, c'est donc une très forte segmentation, c'est-à-dire que si on compromet le compte d'un administrateur de poste de travail, il ne peut pas remonter à un compte d'administration de serveur. Et de serveur, on ne peut pas remonter à l'administration d'un domaine Active Directory. Donc ça, c'est vraiment très important, réussir à implémenter des tiers d'administration. Deuxième élément de sécurisation, la gestion des comptes privilégiés. Par compte privilégié, évidemment, il y a les comptes d'administration, mais ça, c'est plutôt du tiers d'admin. Mais dans les autres comptes privilégiés, on va avoir les comptes de service, les comptes de machine ou les comptes de service interapplicatifs. Ça aussi, c'est très important parce que c'est très compliqué d'aller changer leur mot de passe. Ça nécessite de changer les mots de passe sur les applications. Donc ça, c'est quelque chose qui se sécurise. On peut très bien le faire, on peut le gérer de manière très propre, avec des coffres forts de mots de passe, avec de l'APIisation sur le système d'information. Ce n'est pas forcément très, très simple, mais en tout cas, on peut faire des choses très sécurisées. Et encore une fois, c'est un point qui est vraiment très important, parce que les attaquants, c'est ce qu'ils vont viser. Troisième composant à sécuriser dans un Active Directory, c'est évidemment les mots de passe. On peut définir des politiques de mots de passe afin d'exiger que les collaborateurs saisissent des mots de passe robustes, donc avec un certain minimum de nombre de caractères, plusieurs classes de caractères utilisées. Quand je parle de classes de caractères, c'est des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux comme l'arrobase, le dièse, le point d'exclamation, etc. Donc on peut durcir la politique de mot de passe pour exiger quelque chose de robuste. Au sein d'un Active Directory, on a également une notion de PKI. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est la gestion des certificats machine ou certificats utilisateurs. Les certificats sont donc des moyens d'authentification. Donc à ce titre, il faut également sécuriser la PKI. Quand un attaquant arrive sur un système d'information, qu'il se rend compte qu'il y a des tiers d'administration, que les comptes de service sont sécurisés, que les mots de passe sont robustes, il va évidemment se concentrer sur la PKI. Donc la PKI, ça se sécurise également en termes de protocole, en termes de moyens de révocation des certificats, en termes de moyens de distribution des certificats. Et enfin, dans un Active Directory, si on a un Active Directory, c'est qu'on a un domaine composé majoritairement de Windows en général, donc de machines, serveurs, postes de travail Windows. Sur un parc Windows, on a plein de protocoles qui sont soit inutiles, soit insécurisés. Donc ça nécessite de durcir la configuration de ces protocoles-là. Que ce soit les protocoles réseau qui nous permettent d'accéder à des serveurs de fichiers, que ce soit les protocoles d'authentification également. On a certains protocoles d'authentification qui vont faire passer le mot de passe en clair. C'est-à-dire que si on a une personne qui est sur notre réseau, qui écoute les échanges sur notre réseau, il va détecter le mot de passe en clair, le récupérer et l'utiliser. Donc on a vraiment des choses qu'on peut sécuriser et donc c'est nécessaire de durcir la sécurité de l'Active Directory. Encore une fois, pour ça, chez Stoic, on a un scan d'Active Directory qui permet de lister les vulnérabilités, les principales vulnérabilités sur un Active Directory. Ce qui permet du coup aux organisations de savoir qu'est-ce qu'elles doivent corriger pour gagner en durcissement et en maturité. Sixième principe, supprimer les droits d'administrateur local. C'est très simple, mais si je ne suis que utilisateur de mon propre poste, et du coup, un attaquant qui compromet mon compte n'a que des droits d'utilisation de mon poste. Et donc, il ne va pas pouvoir se propager dans le système d'information, il ne va pas pouvoir se connecter sur des serveurs, etc. Donc, c'est très important de ne pas avoir les droits d'administration locale. C'est-à-dire que je ne pourrais pas installer n'importe quoi sur mon poste, je ne peux utiliser que les outils que l'IT m'a mis à disposition. Quelque chose qui est très simple, qui aujourd'hui complètement embarqué dans Microsoft, dans l'Active Directory, c'est l'apps, qui permet du coup de définir des mots de passe différents sur des mots de passe d'administrateur local différents sur chaque machine. Quelque chose de très simple à déployer, à activer et qui augmente drastiquement le niveau de sécurité. Septième concept, protéger sa messagerie professionnelle. Donc, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les messageries, c'est très important à sécuriser. 3 composantes, SPF, DMARC, DKIM. SPF, les 3, SPF, DMARC, DKIM, ça nécessite de la configuration des DNS pour, côté SPF, indiquer quelles sont les adresses IP qui peuvent émettre des mails pour un domaine donné. Donc, par exemple, un domaine, ça peut être toto.com. Je vais autoriser que certaines adresses IP à émettre des mails en tant que toto.com.
DKIM, c'est plutôt une sorte de, comment dire? De sceau que l'on va mettre sur un mail. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mécanismes cryptographiques de clés publiques, clés privées, où quand on a rédigé un mail, on va mettre un sceau avec un sceau particulier, sur ce mail-là et on va l'envoyer. Et ensuite, le destinataire va vérifier le sceau, qui a été posé sur ce mail-là pour confirmer l'identité de l'émetteur. On a ensuite des marques qui va s'appuyer sur SPF et DKIM pour, savoir quoi faire des mails reçus. Est-ce que ça paraît plutôt légitime et du coup on le laisse passer? Est-ce que ça ne l'est pas du tout? Et dans ce cas, on le rejette. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent parler de SPF, des marques et DKIM quand on parle de sécurisation de la messagerie. Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur-administrateur. J'ai déjà évoqué la notion de distinction rôle utilisateur-administrateur, je ne reviens pas dessus, grâce à Labs, on peut le faire. Identifier nommément, c'est tout simplement mettre en place une convention de nommage, savoir qui a quel compte. Et ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise également des postes de travail parce qu'on sait qui possède quelle machine. Donc ça, c'est très important, notamment dans le cadre des investigations en cas d'incident. Je passe assez rapidement dessus. Changer les éléments d'authentification par défaut sur les équipements et les services. C'est très simple à comprendre. Imaginez, on vous livre une maison avec une clé qui est la même que la clé de votre voisin. La première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est tout simplement changer votre clé, votre cylindre pour pouvoir avoir votre propre clé et que personne ne puisse du coup venir chez vous et utiliser la clé qu'il a chez lui, pour entrer chez vous. Donc c'est la même chose ici. On change les moyens d'authentification qui sont fournis par défaut sur les équipements, que ce soit des équipements réseau, que ce soit des services, SaaS et cetera. En tout cas, dès qu'on vous donne un mot de passe, modifiez-le. Pour ça, il va falloir avoir des procédures opérationnelles, pour dire comment on modifie et également, en général, on essaie d'avoir des coffres-forts de mots de passe dans lesquels on va stocker ces différents mots de passe. Je passe également rapidement dessus. Dernier concept, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité. C'est évident que l'utilisateur, le collaborateur, c'est la première ligne de défense d'une organisation, mais s'il n'est pas suffisamment formé et sensibilisé, c'est aussi son maillon le plus faible. Et donc l'attaquant va passer par ce maillon le plus faible. Pour ça, il faut faire des sensibilisations régulières, il ne faut pas hésiter à faire des tests de phishing, et il faut avoir une certaine hygiène informatique. Encore une fois, l'ANSSI publie un guide d'hygiène informatique, de sécurité informatique, dans lequel on a les meilleures pratiques à respecter, qui sont des choses très simples à mettre en œuvre pour tout type d'organisation. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, il y a la notion de EDR ou XDR, qui est globalement, EDR, c'est Endpoint Detection and Response. Globalement, ce sont des agents de sécurité qu'on va aller pouvoir déployer sur des postes de travail, sur des serveurs, ou le XDR plutôt sur des services applicatifs, et qui vont nous permettre de faire une meilleure détection, une meilleure remédiation, une meilleure investigation. Ce qui nous permet également de faire ça, c'est tout simplement d'avoir des journaux, des traces laissées par les attaquants. Et donc ça, c'est aussi important pour nous, que les organisations essayent de centraliser leurs différents journaux, donc les différentes traces laissées par les potentiels attaquants. Donc ça, c'est plutôt du bonus. Si certains souhaitent en discuter, pas de souci. Mais le plus important, c'est bien nos 10 concepts clés que je remets ici. On a un certain nombre de questions, Vincent, Ouais. si on en est, à ce stade-là, que je reprends dans le channel dédié. Jérémy Kuhn qui nous demande: «Qu'entendez-vous par test de restauration? Un seul fichier au hasard au sein de la sauvegarde ou tout un serveur? Et à quelle fréquence, s'il vous plaît?» C'est une très bonne question. Merci pour cette question. En fait, je suis désolé pour la réponse par contre. Ça dépend tout simplement de l'organisation et des données, de la criticité, de la sensibilité des données, que l'on veut protéger. Si on a des données qui nécessitent d'avoir, une fraîcheur de 1 jour, et ben, il faudrait qu'on puisse mettre en place un test de restauration quotidien. C'est-à-dire au moment où on fait la sauvegarde, une fois que la sauvegarde est terminée, et ben, on s'assure qu'on est en capacité de restaurer cette sauvegarde-là sur un serveur dédié à la restauration ou un poste de travail dédié à la restauration. Donc oui, on peut fonctionner à base d'1 fichier, on peut fonctionner à base d'1 serveur. Ça c'est comment dire?
Tout dépend de la criticité des données qui sont sauvegardées. Donc ça, c'est ce qu'on va inscrire justement dans la politique de sauvegarde de l'organisation. Il y a certaines organisations qui sont soumises à des contraintes réglementaires qui vont du coup leur demander d'avoir des sauvegardes sur 6 mois, 1 an. Ça dépend finalement de la réglementation et des secteurs du coup dans lesquels les organisations peuvent évoluer. On a une deuxième question de Nathalie Deprez qui nous dit Deprez, pardon pour la prononciation, je ne suis pas au point. Il est recommandé de mettre en place le MFA sur les accès boîte mail et sur les accès distants, ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? C'est les 2. Et tous les concepts qui sont listés ici sont bien des «et» à chaque fois, ce ne sont pas des «ou». Ce sont bien des canaux d'accès différents pour les attaquants. Si le MFA est bien activé sur la boîte mail, l'attaquant, il va arrêter d'attaquer la boîte mail, il va plutôt attaquer les accès distants. Si les accès distants sont protégés uniquement, et ben, l'attaquant va passer par les boîtes mail. Donc, c'est bien complémentaire. Toutes les mesures que vous voyez ici, tous les concepts que vous voyez ici sont complémentaires, ne s'annulent pas. Jean-Baptiste Bellery qui nous dit une personne ayant volé des identifiants mail passera au travers de la sécu d'Ekim, Desmarques et SPF et enverra des mails en votre nom sans problème ou pas? Oui, malheureusement, oui. À partir du moment où il a compromis effectivement une boîte mail, eh bien, il récupère les «droits» entre guillemets, en tout cas les moyens de sécurité déployés via SPF, Desmarques, DKIM. C'est pour ça qu'on doit sécuriser l'accès à la boîte mail. Andrea Brignon se questionne sur les prestataires concernant les solutions de coffre-fort de mots de passe et les solutions de MFA. Est-ce que tu as des recommandations, Vincent? Alors là-dessus, je vous encourage à regarder sur, notamment alors ça dépend des organisations. Certaines organisations qui sont, régulées, donc plutôt des grosses organisations, doivent faire appel à des prestataires qualifiés. Ces prestataires qualifiés, on va les retrouver sur le site de l'ANSSI. Donc, il y a déjà une liste à ce niveau-là. Autrement, pour toutes les autres organisations, je vous encourage à regarder le site cybermalveillance.gouv.fr dans lequel on a la liste des, organisations prestataires qui sont labellisées, cyber et donc qui sont effectivement, selon cybermalveillance et donc, une entité du gouvernement, sont suffisamment, formées à la cybersécurité pour pouvoir vous accompagner dans le choix de solutions ou dans l'implémentation de ces solutions. Jean-Baptiste Bellery, une deuxième question qui concerne les solutions de réplication entre NAS ou la copie en lecture seule entrent-elles dans la catégorie backup immuable? Exemple, snapshot, enfin, Ouais, tout je te à laisse. fait. En fait, il y a une technologie qui s'appelle Worm, donc Write Once, Read Many. La technologie Worm, donc qui va fonctionner effectivement sur quelques solutions de sauvegarde, est quelque chose que l'on considère comme étant de la sauvegarde immuable. Juste du read only, pas forcément. Enfin, de se dire: «J'ai un fichier ou un dossier, une fois que je l'ai sauvegardé, je fais un clic droit et je le définis en lecture seule», ça ne sera pas suffisant parce que c'est très facile de contourner, ce type de mécanisme. C'est Sébastien Reber qui nous demande s'il serait possible de mettre en place un lexique reprenant les termes techniques et leur définition. Avant de te laisser répondre, je pense que ça peut être, c'est un sujet, enfin comment dire? Ça peut être un ça peut être un problème de se faire emporter par un DSI sur des sujets techniques pour vendre de la cyberassurance. Évidemment, aujourd'hui, on essaie de vous former, de vous transmettre un maximum de connaissances. Il est tout à fait possible de mettre en place un lexique, je pense que Vincent pourra le valider. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe, d'ingénieurs en sécurité si vous avez besoin, d'accompagnement, technique sur un sujet précis, ponctuellement. Évidemment, on ne peut pas déployer, nos ingénieurs et notre équipe sur, toutes les questions techniques et sur des entretiens qui soient trop fréquents et trop longs, mais on veut être votre soutien sur ces sujets techniques-là. Oui, on va mettre en place un lexique, mais gardez en tête qu'on n'attend pas forcément de son courtier en assurance, une expertise technique cyber aussi poussée que ce qu'on amène aujourd'hui. Donc voilà la réponse qui est la mienne. Vincent, si tu veux préciser? Non, pour moi, il y a aucun souci pour pouvoir construire un lexique évidemment, justement pour pouvoir vous aider à comprendre. Mais bon, je rejoins complètement, ce que vient de dire Benjamin. Top. Vassilis Paragis qui nous dit: «Bonjour, nous voyons de plus en plus
souvent des compagnies qui demandent que la société ait mis en place un EDR ainsi qu'un CIEM. Évidemment, c'est préférable en termes de prévoyance, mais quel est le coût de ces solutions, Vincent? C'est, bonne remarque. Alors moi, ce que je vais encourager, au niveau des organisations, c'est d'essayer plutôt de partir vers des MSSP, donc des Managed Security Services Providers, qui vont donc faire le management de la solution EDR et de la solution SIEM. De déployer ces outils-là, mais de n'avoir personne derrière pour regarder les consoles, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est le premier élément. Donc plutôt partir sur des MSSP. Encore une fois, il y a différents catalogues pour identifier ces fameux MSSP. Le coût des solutions, ça se chiffre en général plutôt à l'endpoint, c'est-à-dire au poste de travail ou au serveur, à l'actif technique que l'on veut surveiller. Donc, si on a un poste ou si on a 500 postes, bah, forcément le coût va fortement varier. Donc ça dépend, enfin voilà, c'est de ça que ça dépend et on parle en général de, quelques euros par actif. On monte pas à 100 €, on monte pas à 50 €. Ça c'est variable entre, on va dire, à peu près, 10 € par actif par an et ça peut monter jusqu'à, 20-25 € par actif par an. Pour rebondir sur la question des 2 EDR, est-ce qu'il y a des recommandations sur des solutions particulières TPE, PME, un rapport qualité-prix? Alors, on n'a pas forcément des recommandations à faire, directement de cette manière-là. En revanche, au cas par cas, en fonction du type d'organisation qui souhaiterait souscrire à ce type d'offre, on peut clairement vous orienter, vers des prestataires, des partenaires avec lesquels nous on a déjà pu travailler et du coup dans lesquels, on a clairement confiance. En tout cas, Vincent, félicitations. On n'a pas perdu de participants pendant la présentation qui est pourtant très technique. Donc merci à tous pour votre attention et votre intérêt. Ce webinaire, à moins que vous ayez d'autres questions, va bientôt se terminer. On arrive à 3 minutes du temps limite. Il sera disponible sur YouTube, dans quelques heures probablement. On vous remercie, beaucoup pour votre présence et votre intérêt et n'hésitez pas si vous avez des questions, techniques dans les semaines et les mois à venir. Comme vous le voyez, en interne, on a, un niveau d'expertise, qui peut vous accompagner. Une équipe qui peut vous accompagner. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée.